Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission consacrée à la vaccination. Il y a une année, le gouvernement congolais a mis sur pied le plan Machako pour renforcer la vaccination de routine. Une année après, comme je le dis, nous voulons avoir une idée sur les avancées enregistrées depuis la mise sur pied de ce plan. Et pour en savoir plus, nous avons sur ce plateau un plateau que vous avez l'habitude de voir sur vos écrans. Nous sommes au siège de l'UNICEF et nous recevons pour vous les directeurs du programme élargi des vaccinations, Dr Elisabeth Munkamba. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée du chef de section santé au sein de l'UNICEF. Il s'agit du docteur Xavier Crespin. Avec nos deux invités, nous aurons toutes les informations liées à ces plans qui a été mis sur pied, comme je l'ai dit tantôt, il y a une année. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de mes consoeurs. Il n'y a que des femmes ici, journalistes. Nous avons d'abord Peggy Wabeno, elle est du Top Congo, elle s'occupe du dossier santé. Nous avons aussi Patricia Panzou, elle est du magazine Check-up au sein de B1 Télévision. Nous avons enfin Madame Suzy Ngoy, elle s'occupe de l'émission Questions des populations à la RTNC avec mes trois consoeurs. Nous poserons toutes les questions liées au plan Machako. La première question, je la pose au directeur du PEV. Bonjour docteur et merci de répondre à notre invitation. Vous avez mis sur pied le plan Machako il y a une année, comme je l'ai dit. C'est quoi d'abord le plan Machako? Parce que Machako me rappelle un nom. Il s'agit d'un ancien ministre de la Santé qui n'est plus de ce monde. Et pourquoi ce plan porte son nom? Et c'est quoi le plan Machako? Merci Madame Debiche et merci à tous les journalistes. Le plan Machako, c'est un plan qui a été réfléchi, pensé par le gouvernement de la République pour relancer la vaccination de routine. Comment a été pensé ce plan et comment il a été mis en œuvre? Ce plan a été pensé en fait à la suite des multiples constats qui ont été faits avec une évaluation qui est intervenue, le mix, qui est une enquête qui a montré qu'en RDC, il y a seulement 35% d'enfants qui avaient reçu tous les vaccins. Et à côté de cela, vous pouvez imaginer, sur le reste, on compte 20% d'enfants, ce qui représentait plus de 750 000 enfants qui n'avaient pas reçu un seul antigène et environ un peu plus d'1 700 000 enfants qui avaient reçu les vaccins de manière partielle. Compte tenu de l'importance de la vaccination pour protéger contre les maladies évitables par la vaccination et devant ce constat qui est quand même un constat très alarmant, le gouvernement a tout justement s'est dit qu'il est temps qu'on puisse inverser les tendances et qu'on puisse accorder l'urgence à cette intervention qui est très efficace, la vaccination de routine, qui permet de protéger sur le long terme les enfants contre les maladies évitables par la vaccination. C'est ainsi que en fait, comme on l'a dit, c'est un plan d'urgence. Donc une sorte de plan, en fait, au départ, on avait pensé vraiment une sorte de plan Marshall pour la relance de la vaccination de routine, mais nous sommes en RDC et on a voulu quand même honorer la mémoire d'un homme qui s'est énormément investi, notamment dans les aspects de la lutte contre la maladie et dans la prévention. Le professeur Machako, que beaucoup connaissent, était un grand pédiatre. Il s'est engagé dans la lutte contre la maladie chez l'enfant, mais aussi, ça a été parmi un des piliers dans la lutte contre la poliomyélite et il a montré son engagement dans ces aspects-là. C'est ainsi qu'en mémoire de ce grand homme, on a rebaptisé ce plan le plan Machako pour la relance de la vaccination. C'est un homme que beaucoup connaissent, il était très dynamique, tout justement très engagé dans ces aspects et on a voulu tout justement mettre l'accent sur l'urgence et le dynamisme qu'on veut donner pour relancer la vaccination de routine, rebaptiser ce plan de son nom. Vous êtes à côté du docteur Xavier Crespin. Docteur, merci d'être là. Vous êtes de l'UNICEF et j'aimerais savoir quel est l'apport de l'UNICEF. Comment vous accompagnez ce plan au niveau national? Merci de nous donner l'occasion de parler de ce que fait l'UNICEF en soutien aux efforts du gouvernement. Je voudrais déjà me réjouir que des efforts très importants ont été faits en RDC par la partie gouvernementale pour faire de la vaccination une priorité.
et pour que tous les enfants ciblés par le programme élargi de vaccination puissent recevoir les vaccins dont ils ont besoin. Comme la directrice vient de le dire, il y a eu une enquête qui a été faite, l'enquête mixte, en 2018. Et cette enquête a été faite grâce à l'appui déjà de l'UNICEF, qui a fait cette enquête au niveau de l'ensemble du pays. Parce qu'avant de revitaliser le PEV, la vaccination de routine, il fallait qu'on ait, au-delà des données administratives qui souvent montrent des taux de couverture et des taux d'achèvement assez élevés, il fallait faire une enquête pour voir quel est le niveau réel de la vaccination. Et de cette enquête qui a été financée, comme je l'ai dit, par l'UNICEF, appuyée par l'UNICEF, il est ressorti des résultats qui ne sont pas très satisfaisants, comme vient de le dire la directrice. Et c'est comme ça que, sur la base des priorités qui ont été fixées par le gouvernement, l'UNICEF donc a accompagné l'élaboration du plan Machako et sa mise en œuvre. Qu'est-ce que nous avons fait? Comme vous le savez, l'UNICEF appuie le gouvernement dans la vaccination en matière. On ne peut pas faire de la vaccination sans vaccin. Donc c'est le premier élément. Et donc l'UNICEF apporte un appui logistique, un appui financier, mais également un appui dans d'autres domaines comme le renforcement des capacités, dans le domaine de l'approvisionnement du pays en vaccins. Et c'est ce que nous faisons. Et cet effort a conduit l'UNICEF avec d'autres partenaires comme Gavi de construire au niveau de la RDC le plus grand entrepôt de l'Afrique centrale, le hub de Kinkole, qui est pratiquement achevé et qui est maintenant disponible pour recevoir les vaccins de l'ensemble du pays. Mais pourquoi pas même d'autres pays si le pays veut le faire, parce qu'il s'agit d'un très gros investissement, d'un investissement important grâce à l'appui de Gavi et de l'État de la République démocratique du Congo. L'autre chose, c'est tout ce que nous faisons dans le domaine de la chaîne de froid. Parce qu'encore une fois, les vaccins ont besoin d'être dans un endroit précis, bien conservé, jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'à la cible. Et pour cela, donc, il y a toute une chaîne de froid qui est développée. Et à ce niveau également, l'UNICEF intervient non seulement au niveau national, mais également au niveau décentralisé jusqu'au niveau des aires de santé. Nous appuyons également le plan dans le domaine de la communication. Vous avez vu que quelquefois, nous avons les vaccins qui sont là, mais les mamans, les parents hésitent à amener les enfants pour se faire vacciner parce qu'ils ne connaissent pas le calendrier vaccinal, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du vaccin, etc. Et c'est un élément important donc, pour faire la promotion de la santé. Il faut donc faire la promotion des bons comportements pour la santé. Et donc, un volet important en matière de communication est également soutenu par l'UNICEF. En cela, il faut aussi ajouter tout ce qui est dynamique communautaire. Parce que nous intervenons non seulement au niveau urbain, mais également au niveau communautaire, dans les villages, dans les communautés. Donc il faut là aussi renforcer la participation des structures de participation communautaire, telles que les cellules d'animation communautaire, les relais communautaires, etc. Là également, l'UNICEF apporte un appui à ce qui s'est fait. Mais quand je dis UNICEF, il ne faut pas voir seulement l'UNICEF. Je pense qu'au niveau nous avons une alliance de plusieurs partenaires qui tous ensemble apportent un appui à la mise en œuvre de ce plan. Docteur Elisabeth Mukamba, je viens à vous. L'un des objectifs du plan Machako, c'est de réduire la rupture de stock en vaccin. Comment est-ce que comptez-vous y arriver? Merci. En fait, l'objectif primaire du plan Machako, c'est déjà d'augmenter la couverture vaccinale, et c'est vrai que l'objectif était fixé sur les 18 prochains mois, d'augmenter d'au moins de 15%, partant du constat fait dans le mix, d'au moins de 15% la couverture vaccinale dans les provinces qui ont été ciblées, qui ont été identifiées comme prioritaires. Et pour atteindre cet objectif majeur d'augmenter de 15%, dans un pays aussi grand que la RDC, il y avait des actions qui devaient être menées. Et comme vous l'avez dit notamment, c'était arriver à réduire les ruptures en vaccin à côté de toutes les autres activités identifiées, le renforcement de la supervision, la fonctionnalité du matériel de la chaîne du froid,
et l'accompagnement avec les contrôles et les mécanismes de coordination. Donc, en ce qui concerne maintenant les ruptures en vaccin, ce qui a été fait, ce que nous pouvons dire déjà, c'est arriver à mettre en place un mécanisme pour mieux suivre la disponibilité des vaccins au niveau des structures. Ça, c'est un des mécanismes, parce que souvent, il y avait un gap en termes d'information sur la disponibilité du vaccin selon les niveaux. Alors, là, c'est un des volets qui a été fait. Donc, avec les innovations apportées dans le cadre du plan Machako, de la mise en œuvre du plan Machako, il y a des applications qui sont disponibles sur les téléphones mobiles qui nous montrent quelle est la disponibilité du vaccin au niveau du centre de santé. Et fort de cette information, s'il y a une rupture, très rapidement, la zone de santé, l'antenne ou même le niveau central sont mis à profit pour pouvoir arriver à combler ces gaps-là. Un autre mécanisme qui est mis en place, c'est tout justement au niveau le plus stratégique, au niveau du sommet de l'État. C'est cet engagement qui a été pris l'année dernière lors du forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio. Comme vous le savez, le chef de l'État lui-même s'est engagé en faveur de la vaccination. Et parmi les engagements pris, l'un des engagements, c'était tout justement assurer le financement total pour l'achat des vaccins et pour la vaccination. Et à ce titre, dans ces 100 premiers jours, donc dans les 100 premiers jours déjà du chef de l'État en 2019, il vous souviendra que 3 millions de dollars ont été décaissés pour l'achat des vaccins. Ça montre un engagement fort. C'est vrai qu'il y a encore des gaps à combler et lors de l'évaluation que le président lui-même a souhaité, et je pense que vous l'avez diffusé sur les différents médias, nous l'avons vu, le président a rendu compte des engagements qu'il a pris et il s'est à nouveau engagé pour que ce qu'il avait déclaré, il puisse l'honorer. Donc il y a déjà cet achat des vaccins qui est par là. Le gouvernement congolais a déjà acheté combien? Pour 2019, le gouvernement a acheté du vaccin pour 3 millions de dollars sur les 9 millions qui étaient prévus et il a payé les 3 millions de cofinancement. Donc ce qui fait qu'il reste environ 6 millions à payer. Mais le gouvernement s'est engagé à les payer. Et pour 2017, le gouvernement a renouvelé également son engagement. En fait, les paiements vont commencer après le premier trimestre 2020, selon les engagements qui ont été pris. Donc ça montre que le gouvernement accorde de l'importance à la vaccination et en payant les vaccins. Quand ces vaccins sont rendus disponibles de manière, comment je vais dire, ils sont rendus disponibles en temps opportun, on peut couvrir les besoins en vaccins sur toute la nuit. Donc, fort de ces engagements, ça permet tout justement d'arriver à réduire les ruptures de vaccins. Mais en attendant tout justement ces mécanismes, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en branle, notamment avec l'opportunité que l'UNICEF nous a offert de préfinancer sur l'engagement pris. Parce que s'il n'y avait pas d'engagement pris par le gouvernement, l'UNICEF ne se serait pas engagé. Donc l'UNICEF accompagne le gouvernement en préfinançant et lorsque tous les mécanismes seront mis en place, le gouvernement va assurer... on ne parle pas en termes de remboursement. Non, c'est quand même soulever si je me permets, soulever un fait. Est-ce que dans la province du Kasaï, le plan Machako n'est pas menacé? Parce que l'UNICEF avait suspendu son aide suite à des détournements de fonds. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est prévu? Merci de poser cette question. Non, la vaccination n'est pas menacée dans le Kasaï. Effectivement, nous avons eu écho de ce problème-là, mais nous avons échangé avec la partie gouvernementale. Nous avons également eu des assurances au niveau de la province qui fait que, à la vérité, nous n'avons jamais suspendu notre appui. Il y a eu en novembre 2019 des informations faisant état d'une mauvaise utilisation de certains financements dans le cadre du plan Machako et des mesures ont été prises en vue de corriger cet état de fait par la partie gouvernementale. Donc
nous, du coup, au niveau de l'UNICEF, nous n'avons pas arrêté notre appui, notre financement a continué. Et je vous donne l'exemple de tout récemment, d'ailleurs, dans le cadre de la riposte contre la polio. Nous avons maintenu notre niveau d'appui. Et l'année dernière, nous avons appuyé la province pour plus de 700 000 $ dans différentes activités. Et nous continuerons à appuyer la province dans le cadre de notre nouveau plan de coopération qui vient d'être signé entre le gouvernement et l'UNICEF. Donc il n'y a pas de menace pour la vaccination. Et comme vous le savez, l'UNICEF va toujours se positionner pour appuyer la partie gouvernementale quand il s'agira de la vie des enfants. Et donc nous allons maintenir cet effort. Docteur, j'aimerais revenir sur vos propos de tout à l'heure. Vous avez salué l'engagement du gouvernement de la République qui a financé, qui a donné une partie pour l'achat de vaccins. C'est une très bonne chose, mais comment pensez-vous faciliter à travers le plan Machako pour que ce financement ne s'arrête pas et que le gouvernement congolais puisse donner la part totale qui lui est demandée dans l'achat des vaccins? Ok, déjà au stade actuel, il faut savoir que dans la loi budgétaire et dans le budget de l'État, il existe des lignes budgétaires consacrées à l'achat du vaccin et au cofinancement. Ça, c'est un mécanisme déjà qui est mis en place. Donc de ce fait, et chaque année, selon le cycle budgétaire, il y a un montant qui est alloué à la vaccination. Ça, c'est déjà quelque chose qui permet de mettre en place un mécanisme qui assure quand même la pérennité sur le financement et l'achat des vaccins. À côté de ce mécanisme, effectivement, selon selon les besoins, il y a peut-être d'autres besoins supplémentaires lorsqu'il y a par exemple des catastrophes, des urgences ou des épidémies. Il y a évidemment dans la part du gouvernement, dans la part du budget, il y a une ligne qui est allouée à cela, mais on bénéficie aussi de l'appui des partenaires qui mobilisent les fonds pour nous accompagner lorsqu'on fait face à des besoins supplémentaires. Donc, et j'aimerais vraiment le dire et revenir là-dessus. Je crois que c'est quelque chose de... Peut-être qu'on ne le réalise pas vraiment, mais un engagement pris au sommet de l'État pour nous, c'est vraiment quelque chose de fort. Lorsque, au sommet de l'État, le président lui-même s'engage à accompagner la vaccination et lui-même met en place des mécanismes pour à la fois rendre compte des engagements pris, j'aimerais vraiment qu'on mesure que c'est quelque chose de très fort. Donc, c'est vraiment des premières en RDC. Il y a chaque fois, à chaque période, on assiste à une avancée, mais c'est quand même une avancée forte qui permet tout justement qu'à tous les niveaux des institutions, qu'on s'assure que ces engagements seront respectés. Monsieur Xavier, lorsqu'on parle de la vaccination, on parle plus de l'UNICEF. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres partenaires. Il y a le gouvernement congolais qui entre dans la danse parce que la vaccination est très très importante pour sauver nos enfants. Mais on sent plus l'apport de l'UNICEF. Mais moi je crains qu'un jour l'UNICEF se voit face à un problème de financement. Or le financement est un défi de taille qu'il faudrait relever pour pouvoir poursuivre cette mission et surtout avec ce plan d'urgence. Comment comptez-vous avoir facilité ou mettre en place des stratégies pour avoir toujours des financements disponibles, des fonds disponibles afin de pouvoir poursuivre cet engagement? Bon, déjà, l'UNICEF, c'est vrai, finance la vaccination, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a d'autres partenaires du gouvernement qui financent, soit directement au gouvernement, soit à travers l'UNICEF. Donc, nous, au niveau de l'UNICEF, nous sommes déjà très encouragés par le fait que le gouvernement fait de la vaccination des enfants une priorité. Ceci nous donne la motivation supplémentaire pour rechercher des financements additionnels. Et ceci nous donne également l'opportunité pour avoir des financements. Mais au niveau de l'UNICEF, nous avons ce qu'on appelle nos propres ressources, les ressources propres à l'UNICEF, les ressources régulières. Et sur ces ressources régulières, chaque année, plus de la moitié des financements qui sont au niveau de notre département santé sont dédiés aux enfants et notamment à la vaccination. Donc nous arrivons chaque année à mettre à disposition ces financements. Mais ces financements ne sont pas toujours suffisants pour faire tout.
Et c'est là que, grâce à l'engagement du chef de l'État, grâce à l'engagement du gouvernement que nous voyons au quotidien ici, avec ce forum, avec ces engagements qui ont été pris, pas seulement au niveau national, même au niveau provincial, parce que nous avons vu certains gouverneurs qui ont déjà pris des initiatives très heureuses dans ce sens. Toutes ces initiatives nous encouragent nous aussi à mobiliser et nous permettre de mobiliser davantage de ressources. Donc il y a des signaux qui sont des signaux en tout cas très importants pour améliorer le financement, aussi bien le financement domestique que le financement extérieur pour permettre aux enfants du Congo d'être vaccinés et répondre à ces défis de la couverture vaccinale qui reste faible, comme on l'a dit tout à l'heure. J'aimerais justement revenir au PEV pour parler de cette faible couverture vaccinale. On le reconnaît encore à la République démocratique du Congo, mais cet ambitieux plan d'urgence s'emmène avec beaucoup d'innovation. Vous avez parlé d'une application mobile, mais est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que ça apporte de plus? Pourquoi on doit s'accrocher à ce plan Machako pour pouvoir avoir une couverture plus efficace dans le secteur de la vaccination? Ok, merci, c'est une bonne question. En fait, il faut savoir que en matière de santé, un des volets qui montre l'efficacité et dont l'efficacité n'est même plus approuvée, c'est le volet de la prévention. La prévention permet tout justement d'éviter la survenue de certains phénomènes de santé qui, à la longue, peuvent coûter énormément cher à la communauté. La vaccination de routine, c'est une intervention à moindre coût. Comme vous l'avez vu, le gouvernement, avec ses partenaires, je crois que le docteur Xavier l'a dit, à côté de l'UNICEF, il y a toute une alliance, il faut le citer, il l'a dit, il y a toute une alliance qui se constitue pour accompagner cette intervention à haut impact sur la santé, à la fois de l'enfant, de la mère et même de toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, les vaccins, ce n'est pas seulement pour les enfants, ça va même pour toute la vie. Donc, c'est une intervention à un coût réduit. Normalement, en RDC, c'est vraiment gratuit. La vaccination est gratuite. Les vaccins sont achetés à la fois par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires, Gavi, UNICEF, etc., etc. Le matériel de la chaîne du foie aussi est rendu disponible gratuitement. Nous avons du personnel qui est payé par les frais de l'État pour que cette intervention préventive à moindre coût puisse sauver la vie. À titre d'exemple, au jour d'aujourd'hui, $1 investi dans la vaccination rapporte $41 en termes de tout ce que vous pouvez avoir comme toute économie que vous faites sur la maladie, sur le traitement d'un épisode maladie. Quand nous avons introduit le vaccin contre les gastro-entérites à rotavirus, il est ressorti clairement que quand un enfant est atteint de diarrhée, quand vous comptez le temps d'hospitalisation, la prise en charge de cet enfant, ça fait environ $100 sur la période de traitement. Et nous connaissons le coût de vie de la société aujourd'hui. Alors, à côté d'une intervention aussi importante, qui ne coûte pas grand-chose et qui sauve énormément de vies, et à côté de tout ce qu'on doit payer en cas de survenue de la maladie, je crois que le choix est clair. Le choix est davantage de renforcer cette intervention à moindre coût qui va sauver énormément de vies, non seulement pour l'enfant, mais aussi sur la durée. On administre un vaccin contre l'hépatite B. Ce vaccin permet de prévenir la survenue à la longue des cancers du foie sur la durée de la vie. Or, vous savez aujourd'hui le coût de la prise en charge d'un patient atteint de cancer du foie. Donc, c'est pour dire que on veut vraiment mettre l'accent sur le volet préventif qui permet effectivement d'avoir un impact visible et sur la longue durée, non seulement pour la personne qui reçoit, mais pour toute la communauté, plutôt que dans les interventions, qui coûtent beaucoup d'argent. Si vous le permettez, je voudrais revenir sur un peu. Tout à l'heure, vous avez parlé du plan Machako et qu'est-ce qui a changé avec le plan Machako. Je pense qu'il est important qu'on vous dise qu'après 1 an de mise en œuvre de ce plan, qu'est-ce qui s'est réellement passé et qui encourage aujourd'hui la communauté des partenaires avec le gouvernement de continuer et même d'étendre à d'autres provinces. Ce qui a été remarqué,
bien que nous n'avons pas fait une étude d'ensemble sur la couverture, les taux d'achèvement, etc., ce sont des enquêtes qui seront faites. Dans le cadre des processus, quand vous regardez, nous avons remarqué que sur plus de 95% des centres qui bénéficient du plan Machako, la chaîne de froid est fonctionnelle. Ce qui est vraiment déjà quelque chose d'important, puisque la chaîne de froid joue un rôle primordial dans la qualité des vaccins. Donc, pour ne pas qu'on ait vacciné avec des vaccins de mauvaise qualité, il faut une bonne chaîne de froid. Et 95% des centres possèdent une chaîne de froid qui est fonctionnelle. L'autre élément important, c'est les vaccins même. Nous avons remarqué que dans la plupart des centres qui bénéficient de ce plan, il n'y a pas de rupture de vaccins, il n'y a pas de rupture de consommables dans ces centres. Donc, grâce au suivi qui est mis en place, dont la directrice a parlé tout à l'heure, dès qu'il y a une alerte, très rapidement, les dispositions sont prises pour éviter qu'il y ait rupture des vaccins ou de consommables. L'autre chose qu'on a remarqué, c'est le nombre de séances de vaccination. Une chose, c'est d'avoir la chaîne de froid, une autre, d'avoir les vaccins, mais il faut que les agents fassent les séances de vaccination. Et à ce niveau, on a remarqué que dans ces centres de santé, il y a une augmentation de plus de 53% en termes de nombre de séances de vaccination qui sont par rapport aux années précédentes. Par rapport aux autres années. Par rapport aux autres années. À l'enquête initiale. Donc ça montre que le nombre de séances de vaccination a également augmenté. L'autre chose aussi qu'on a remarqué, c'est le nombre d'enfants qui viennent aux séances de vaccination. Vous pouvez augmenter les séances, mais s'il n'y a pas de gens qui viennent, c'est un autre problème. Donc là également, grâce aux activités de communication, aux activités de sensibilisation et l'implication des communautés, il y a plus d'enfants qui viennent aux séances de vaccination. Et une dernière chose, on a remarqué également la supervision. Parce que la supervision est un élément essentiel dans toute cette chaîne que je viens de décrire pour voir si tout fonctionne. Nous avons là également remarqué plus de 3000 visites qui ont été réalisées dans ces zones par rapport aux autres années, qui ont permis de notifier très rapidement des difficultés et de les prendre en charge soit localement, soit en faisant intervenir les nouveaux nationaux. Donc, tous ces éléments réunis nous permettent de dire que le plan Machako est un plan qui est vraiment bien approprié au niveau de ces provinces, au niveau de ces zones, et qu'il vient vraiment à point pour renforcer le PEV de routine. Alors moi, j'aimerais savoir, parce que vous avez déjà dit que le gouvernement congolais a montré déjà sa bonne foi avec l'achat pour 3 millions de dollars américains. Il reste encore 6 millions. Mais est-ce que le gouvernement congolais et ses partenaires se sont fixés une deadline pour se dire jusqu'à quand le plan Machako sera effectif sur toute l'étendue de la RDC? Alors, déjà, ce qu'il faut retenir, on a voulu changer la façon de penser. Je crois que quand on assiste aux épidémies, la tendance est d'accorder l'urgence aux épidémies, ce qui est tout à fait normal. Mais il est important, je crois que nos différentes interventions en amont l'ont montré, il est important de se recentrer sur ce qui est fondamental. Et le fondamental, c'est la vaccination de routine. Et généralement, c'est vrai que quand on entend routine, je crois que vous et nous savons que dans la routine, on fait les choses de manière tout à fait passive. C'est un peu habituel. Voilà, c'est habituel. Ça devient la monotonie. Bon, c'est routinier. Mais on a voulu changer un peu la façon de faire les choses en se disant non, c'est une intervention à haut impact. Il faut qu'on lui redonne ce caractère urgent. Et de ce fait, pour nous, c'est pas qu'on va l'arrêter sur une période. Non. On va vraiment aller avec ces approches et ces innovations qui permettent tout justement d'améliorer à la fois l'offre de services et même de susciter davantage la demande de ce service de vaccination. On va l'amener, au contraire, il faut qu'elle aille croissant. Donc pour le moment, c'est vrai qu'en 2019, on a commencé avec 9 provinces et en 2020, on pense aller à 8 provinces supplémentaires pour atteindre 17 provinces. Mais cela ne veut pas dire que les autres provinces qui restent sont oubliées.
Et les 8 autres provinces, c'est 8, hein, j'espère que j'ai fait bien mes calculs. Donc les 8 autres provinces, voilà, les 8 autres provinces qui restent, effectivement, feront l'objet progressivement de l'accompagnement avec le plan de renforcement. Sans négliger le fait que déjà toutes ces provinces reçoivent du vaccin, toutes ces provinces bénéficient de l'accompagnement pour l'acheminement des vaccins du chef-lieu de la province vers les zones de santé. Et je crois qu'on l'a dit, dans les engagements pris à la fois par le chef de l'État, il y en a aussi pris au niveau des provinces, par les gouverneurs, qui se sont engagés à mobiliser chacun $1 pour la cible de leur province. Tous ces fonds mis ensemble permettent tout justement d'accompagner et de donner l'urgence à la vaccination de routine. Mais alors, par rapport... il faut dire qu'il y a une part de responsabilité de la population aussi. Alors, PEV, l'UNICEF, vous faites beaucoup vous fournissez beaucoup d'efforts pour réussir le plan Machako. Mais qu'est-ce que vous faites à votre tour pour que la communauté y adhère aussi? Parce qu'il faut dire que dans certains coins, il y a encore de réticence. Et vous avez parlé de routine. Il faut dire qu'il y a certaines compréhensions. Bon, routine, on peut s'en passer. Alors, qu'est-ce qui est fait dans ce cas-là pour que la communauté y adhère aussi? Alors, une des choses qui est déjà faite, c'est davantage véhiculer le message sur les bienfaits de la vaccination. Et dans nos interventions, on a mis l'accent sur le travail qui est fait au niveau de la base avec les communautés, ce qu'on appelle les cellules assises communautaires. Ces cellules assises communautaires, ce sont des cellules composées de la communauté pour tout justement arriver à demander la vaccination. Nous travaillons aussi avec le CNOS, qui est l'ONG qui regroupe toutes les organisations de la société civile. C'est pour arriver davantage à montrer cette appropriation des activités, non seulement de la vaccination, mais des activités préventives par la société civile. Une des choses aussi que j'aimerais souligner, on a débuté l'expérience avec le réseau des parlementaires congolais en appui à la vaccination, avec comme objectif à la fois de compter sur eux pour tout ce qui concerne l'accompagnement dans le financement de la vaccination de routine, mais ce sont des élus du peuple. Ils viennent de la société et ils portent ce message de la vaccination à leurs élus. Donc il y a ce double volet-là qui est fait pour arriver davantage à susciter l'intérêt de la communauté. Ce qu'il faut aussi dire, il y a énormément d'avancées qui ont été faites en termes de réduction des communautés résistantes à la vaccination. Sincèrement, quand j'ai commencé au PEV, le nombre de communautés résistantes à la vaccination comparé à ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas, il y a un travail énorme qui est fait. C'est plutôt, je crois qu'on l'a dit, un des constats qui avait été fait, c'était plutôt en termes d'offres de services qu'on avait le plus de problèmes. Lorsque une maman qui est appelée à mener son enfant à la vaccination, elle arrive et que voilà, elle trouve que le vaccin n'est pas disponible ou qu'il y a une rupture dans un antigène et on lui demande de revenir et que voilà, 1-2 fois elle revient et qu'elle ne voit pas. Quand elle se fatigue. Oui, elle se fatigue. Et quand peut-être elle a une voisine ou une soeur qui dit « Ah mais tiens, j'ai un rendez-vous », elle peut facilement décourager. Donc c'est comme ça que, je crois que le docteur Xavier l'a dit, dans les provinces où on a quand même mis en place des mécanismes pour suivre, on a assisté à une réduction progressive du nombre de ruptures, ce qui fidélise les mamans, les mères ou les gardiens d'enfants, certains papas qui amènent aussi leurs enfants. Par rapport à la rupture de stock, est-ce qu'actuellement vous connaissez encore ces problèmes de rupture de stock des vaccins? Alors, je ne peux pas dire qu'on n'en connaît pas. On en connaît. Je ne peux pas dire qu'on n'en connaît pas. Le phénomène, évidemment, on peut assister, mais c'est vrai qu'à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où exactement, parce qu'il y a beaucoup de contraintes liées des fois à l'accès géographique, à la disponibilité de fois au niveau central. Quand on a peut-être un antigène qui doit arriver, on a connu des retards, que ce soit dans l'achat ou
dans l'expédition. Donc il y a quand même des ruptures, mais qui ont sensiblement baissé et il faut qu'on continue tout justement d'améliorer cette... Oui, merci docteur. Je voudrais poser, nous tendons en fait vers la fin de notre émission, mais je voudrais poser une autre question au docteur Xavier. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Parce que jusque-là, apparemment, tout va bien hein, pour le plan Machako. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés? Non, comme dans tout plan, quand vous faites la mise en œuvre, il y a toujours des difficultés. Il y a quelques défis, il ne faut pas Lesquels, par exemple? Déjà, par exemple, tout à l'heure, elle a posé la question par rapport à la dynamique communautaire. Et je pense que des indices, des réponses ont été données. On a remarqué que, par exemple, dans à peu près un tiers des centres de santé, les vaccinations ne se font pas de façon régulière. De ce fait, comme elle l'a si bien dit, les gens peuvent venir de très loin, 10-15 km à un centre de santé, et on leur dit non, revenez, c'est demain ou c'est après-demain la vaccination. Et à ces petits jeux, les gens se découragent et ne viennent pas. Donc ça, c'est un défi majeur. Donc on doit encore travailler à amener en tout cas les communautés à adhérer à la vaccination. Il faut qu'ils sachent que c'est un vaccin qui est disponible, c'est gratuit, il faut venir le faire. Sans compter bien évidemment les défis liés au financement continu du vaccin. Si la vaccination est gratuite, les vaccins ont un coût. Il faut que quelque part ça soit payé. Donc c'est un éternel challenge, des défis pour que les vaccins soient disponibles. Donc voilà quelques défis que nous avons actuellement. On parle de la vaccination de routine. C'est un mot auquel sont familiers ceux qui interviennent dans le système sanitaire, notamment nous qui faisons les émissions de santé. Mais pour les communs des mortels, c'est un peu un terme un peu savant. Veuillez nous expliquer c'est quoi la vaccination de routine, à des termes simples. La directrice, sinon je peux vous dire, pourquoi on parle de routine contre non-routine, si je peux dire. Vous savez, il y a des campagnes que nous organisons, des ripostes que nous organisons, qui sont des activités exceptionnelles, qui sont faites à des occasions bien Quand il s'agit d'épidémies, par exemple. Voilà, quand il s'agit d'épidémies, etc., il faut donc faire des ripostes, il faut donc organiser des campagnes. À côté de ça, vous avez des activités régulières qui se font tous les jours au niveau des formations sanitaires, qui sont donc des activités régulières, normales, qu'un centre de santé fait. Et dans ce paquet minimum d'activités qu'un centre de santé doit faire, la vaccination est là. Donc, s'il s'agit d'une activité normale, c'est pour cela qu'on appelle une activité de routine. Mais il ne faut pas le mettre aussi dans le cadre de la routine comme on l'entend. Une activité, quelquefois quand on dit c'est une activité routinière, on a l'impression que c'est une activité... Non, c'est une activité normale qui a une grande importance et qui est effectuée au niveau des centres de santé de façon régulière, journalière, au bénéfice des enfants. Docteur, vous avez ajouté? Oui, peut-être en des termes encore, je vois que le docteur Xavier l'a dit, en des termes encore plus simples, c'est cette vaccination qui se fait pour chaque enfant qui vient au monde et pour chaque femme enceinte. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est encore à cette cible, donc les enfants, et j'aimerais vraiment attirer l'attention qu'au jour d'aujourd'hui, quand un enfant n'a pas été vacciné dans sa première année, il a la possibilité d'être récupéré dans sa deuxième année. Et ça entre toujours dans le cadre des activités de vaccination que voilà, l'enfant vient recevoir au centre de santé au même titre que voilà, la pesée mensuelle ou quand un enfant ne se sent pas bien, il vient pour une consultation chez le pédiatre. Voilà. Donc c'est un peu, ce sont des activités qui se répètent parce que à chaque fois qu'une maman aura un enfant, elle devra suivre sa consultation prénatale, observer un certain nombre de vaccins et d'interventions à prendre. Quand elle a son enfant, elle revient, ou ses enfants, elle revient avec chaque enfant pour qu'il complète son calendrier vaccinal jusqu'au bout. Et voilà, c'est un peu ça qu'on qualifie de routine. Mais c'est vrai que le terme évolue pour qu'on commence à parler de plus en plus de la vaccination systématique, c'est-à-dire la vaccination complète de l'enfant avec tous les antigènes et même au besoin lors de ces séances de consultation préscolaire, il y a d'autres interventions qui sont aussi données. Docteur, si je peux me permettre, si vous pouviez quand même nous expliquer ce calendrier avec l'introduction de nouveaux antigènes, comment ça se présente aujourd'hui? Ok, alors dès que la maman, pour une maman qui est enceinte déjà,
lorsqu'elle vient à sa première consultation, elle reçoit le vaccin antitétanique. Aujourd'hui, c'est le vaccin tétanos diphtérie qui permet de la protéger contre le tétanos. Elle reçoit au 1er mois, au 6e mois. Et lorsqu'elle accouche, ça c'est son calendrier, elle pourra continuer avec les autres grossesses. Elle pourra recevoir jusqu'à 5 doses de vaccin et la mère est totalement protégée contre le tétanos. Étant protégée, elle protège aussi son enfant contre le tétanos. J'ai préféré commencer par la femme enceinte. Hein. Ensuite, elle a son enfant. Elle a sa première grossesse, elle reçoit ses 2 premières doses et puis les autres doses aux grossesses suivantes. Elle a son premier enfant. Dès qu'elle est à la maternité, elle reçoit le vaccin BCG contre la tuberculose et elle reçoit la dose 0 du vaccin polio oral. Et on remet à la maman un document qui certifie que l'enfant a reçu ces antigènes-là. À 6 semaines, donc lorsque l'enfant aura 45 jours, généralement les mamans le savent, après 45 jours, donc à 6 semaines, l'enfant va revenir pour recevoir ce qu'on appelle la première dose de polio oral. Donc la dose qu'il a reçue à la naissance, on l'appelle la dose 0. Il reçoit le vaccin contre la diphtérie, le tétanos, le coqueluche, l'hépatite B et les infections à Haemophilus influenzae de type B. Il va recevoir le vaccin contre les infections à pneumocoque, donc c'est une injection. Et il reçoit aussi le vaccin contre les gastro-entérites à rotavirus. 4 semaines plus tard, l'enfant reviendra et recevra également ce même paquet d'antigènes pour le protéger. Donc ces vaccins antigènes, en fait, ce sont ces vaccins. Oui, c'est la 2e dose. Et il revient à 14 semaines pour recevoir encore les mêmes antigènes. Mais cette fois-là, on va ajouter un vaccin contre la poliomyélite, un 2e vaccin contre la poliomyélite qui sera cette fois-là injectable. Donc l'enfant recevra à 3 mois et demi environ, il recevra 3 injections contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, le pneumocoque et puis le vaccin polio injectable. J'aimerais quand même dire que en oral, il reçoit le vaccin contre la polio, mais aussi le vaccin contre les gastro-entérites à rota, parce que c'est en oral. 2 oraux et il reçoit le reste en injection. À 9 mois, quand l'enfant reviendra, il va recevoir son vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Vous allez ajouter? Moi, je voulais juste ajouter une petite question, peut-être pour finir. Aujourd'hui, il faudrait que ce plan réussisse. C'est vraiment l'idéal, que ce soit pour les partenaires et même pour le programme élargi de vaccination. Mais s'il faudrait donner un conseil, ou s'il faudrait motiver, que ce soit nous qui parlons de la vaccination à la télé, le gouvernement, les agents qui sont avec vous au programme élargi des vaccinations, mais aussi les autres partenaires, que diriez-vous pour la réussite justement de ce plan d'urgence de vaccination? Ok, merci. Je pense que le gouvernement, c'est vraiment l'acteur principal qui offre. Et je pense que à lui déjà, nous, au niveau du programme, qui sommes un organe technique du gouvernement en matière de vaccination, nous saluons cet engagement et vraiment notre souhait et notre vœu, c'est que vraiment, tel que le gouvernement a pris ses engagements, on aimerait davantage que ces engagements s'accroissent pour que non seulement on vaccine les enfants à la première année de vie, mais qu'on élargisse, qu'on étende. C'est vrai que ça va demander des moyens, donc il faut déjà davantage accompagner cette vaccination entre la première et la 2e année de vie et arriver à étendre. Et un des souhaits qu'on aimerait, c'est vrai qu'il y a des fois des contraintes, mais un des souhaits c'est qu'on aimerait, on l'a dit, c'est que lorsque nous commençons l'année, que nous ayons déjà tous nos antigènes avec nous et que vraiment on puisse assurer sans interruption la vaccination sur toute l'année. Ça, c'est un des souhaits. Donc, nous saluons l'engagement du gouvernement et vraiment, nous encourageons à ce que ça se poursuive. Alors, à la communauté, je pense que ce n'est vraiment plus à démontrer.
et plusieurs ont vraiment compris que la vaccination est importante. Mais je pense que lorsque tout justement on a une intervention qui a apporté des résultats et qu'on n'assiste plus à la maladie, on pense que voilà, on peut maintenant arrêter là. Non. On aimerait dire au contraire, il faut davantage renforcer pour voir cette maladie ne plus assister. Alors, il y a toujours une anecdote, en fait, une histoire qui est racontée à l'époque lorsque les mamans avaient des enfants ou des parents avaient des enfants. Et lorsqu'on leur demandait le nombre d'enfants, ils ne savaient pas donner le nombre d'enfants jusqu'à ce que les enfants aient fait ou pas la rougeole, jusqu'à ce qu'ils aient atteint 5 ans. Parce qu'ils savaient qu'il y avait des maladies tueuses des enfants. Donc, il y avait des maladies qui rendaient infirmes les enfants, telles que la poliomyélite. Le fait de ne pas voir ces maladies survenir, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Mais le fait de prendre les vaccins protège tout justement contre la survenue de ces maladies. Ça, c'est un des messages vraiment que nous aimerons dire à la communauté. Donc, il faut poursuivre dans cette lutte-là jusqu'à ce qu'on déclare vraiment éradiquer une maladie sur l'ensemble du pays. Alors, une autre des choses à dire aux professionnels des médias, nous apprécions déjà que de telles rencontres soient organisées. Ça permet effectivement de vous donner toute l'information sur les actions qui sont faites tout justement pour relancer la vaccination de routine. C'est vrai que à l'époque, c'était plus quand il y avait des campagnes et même dans les questions des journalistes, on revenait souvent sur les campagnes. Mais c'est déjà très bien que les journalistes aient compris que vraiment l'importance doit être donnée à la vaccination de routine et à la vaccination systématique. Et nous espérons que c'est ce message qui sera véhiculé. Le calendrier vaccinal, l'importance de tout justement les parents de s'assurer que leur enfant est complètement protégé, comme on met l'importance sur le fait que les enfants doivent aller à l'école, avoir une instruction, mais c'est important que pour envoyer cet enfant à l'école, qu'il ne développe pas des maladies. Donc, je pense... Et il n'y a pas d'appel à d'autres partenaires, parce qu'il faut dire qu'il y a encore un besoin d'argent qui se fait sentir, et vous pensez se limiter à l'UNICEF, Gavi? Il n'y a pas qu'UNICEF. Il y en a beaucoup. Non, justement, c'est ce que je pose comme question. Il y a quelques partenaires déjà, mais est-ce que vous pensez vous limiter? Vous voulez en avoir encore plus? Bon, oui, parce que les partenaires, on en aura toujours besoin. J'ai bien aimé, lors de l'évaluation semestrielle de l'engagement du forum, un des intervenants a dit quelque chose de très important. Il a dit, dans les communautés, dans les villages, on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant, mais il faut toute une alliance pour vacciner un enfant. Donc, les alliances, on va continuer de les construire. On va continuer de les construire. Déjà en interne, on aimerait vraiment plus d'implication du secteur privé, qui intervient déjà dans une certaine mesure, mais vraiment davantage une implication plus du secteur privé. À côté du secteur privé, il y a tous les opérateurs économiques avec lesquels nous aimerons travailler pour vraiment davantage une mobilisation locale ou une mobilisation des ressources au niveau du pays, avant effectivement de voir tous les autres partenaires en international. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. J'ai dit merci à nos invités. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons parlé du plan Machako qui existe depuis une année. Ce plan existe pour renforcer la vaccination systématique en RDC, autrement appelée vaccination de routine. C'est de ça que nous avons parlé avec nos invités. Je rappelle que nous avions sur ces plateaux de l'UNICEF, Dr Elisabeth Mukamba, elle est directeur du programme élargi des vaccinations. Nous avions également Dr Xavier Crespin, il est chef de section santé à l'UNICEF et cette émission a été co-animée par Peggy Wabeno de Top Congo. Merci d'être là. Merci également à Patricia Panzou de B1. Elle s'occupe du magazine de santé Check-up. Merci Patricia d'être venue malgré tes multiples occupations. Merci également à Sylvie Suzy Ngoy qui est de la RTNC. Elle présente l'émission Questions des populations. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci à vous qui nous avez suivis certainement avec beaucoup d'attention et merci à nos invités d'être là. Merci à l'UNICEF qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci également à l'équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Restez branchés sur nos différentes chaînes. Au revoir.